Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'insécurité, un an après les mouvements sociaux de mars et avril 2017. Une émission où vous pourrez suivre donc deux parties. La première partie consacrée à ce documentaire, la deuxième consacrée donc au débat. Une émission où il y aura plusieurs invités sur le plateau pour un état des lieux, un décryptage, une analyse donc de l'insécurité en Guyane, mais aussi de notre société actuelle, un an après ces événements. Notez que cette émission est à suivre aussi sur notre site internet guyane.lapremière.fr, mais également sur notre page Facebook. Et puis internautes, sachez que vous pouvez réagir sur Twitter, mais également sur notre page Facebook. Allez, on ne perd pas de temps pour démarrer cette soirée. Accrochez-vous pour la première partie. Regardez ce documentaire inédit intitulé Frères de cœur et de faille, réalisé par Laurence Tchansiopo et Lélia Chérubin-Jeannette. Elles seront sur le plateau juste après pour en parler. Je m'appelle José Achille, je suis armateur, je suis dans le domaine de la pêche. Tout a commencé le 11 octobre. Le 11 octobre, sur mon portable, je reçois un message disant que j'étais dans un groupe intitulé « Contre la délinquance ». Et quand je regarde l'administrateur du groupe, je vois Stéphane Palmo. C'était parti pour être une milice, ouais. Aller nettoyer le verre chinois. Que ce soit les vendeurs de drogue ou sinon les voleurs, là, parce qu'on les connaît, on les voit tous les jours. Le 11 février, j'ai mon cousin, là, Hervé Tambour, qui est assassiné. Et c'est là qu'on a commencé à se dire que là, qu'il faut faire quelque chose, faut réagir parce que le pays reste. C'était chaque semaine, il y avait un mort. Hein. Donc on a dit qu'on ne pouvait pas laisser le pays dans cet état-là et que bon, mais là c'était la goutte d'eau en trop. Un coup de feu et des cris, ceux de la famille de Patrice Clette. Son décès a suscité une vive émotion. Maurice Shen Peng-Yu, un commerçant de 55 ans, est décédé dans la nuit. C'est de là qu'est né les 600 frères. J'ai proposé qu'on fasse un truc fort, donc j'ai proposé la cagoule. Au départ, j'ai pas eu beaucoup de camarades d'accord avec la cagoule. Oui, je sais pourquoi la cagoule. Le 13 au matin, je vais faire les différentes boutiques pour chercher des cagoules. Donc, comme je trouve pas assez de cagoules, ce que je fais, je connais un couturier qui est mon couturier. Donc, je prends un modèle de cagoule. Et je vais lui montrer. On va chez Wakim, on prend les tissus qu'il faut pour faire 150 cagoules. Hein. Et chez Sugarou, je prends 150 t-shirts. Mais entre-temps, on cherchait le nom qu'on allait donner à ce collectif. Et c'est M. Palmo, là, c'est lui qui a donné plusieurs noms et on a choisi les 500 frères contre la délinquance. Le logo, tout ça, c'est Palmo qui a fait le travail. Et le 15 avant la marche, on fait une réunion, Olivier Goudet, Palmo et moi, dans mon bureau. On parle de la stratégie, tout ça, quelle stratégie qu'on aura. Moi, je ne suis pas un grand orateur. Olivier non plus, et M. Palmo, on n'est pas des grands orateurs. Et c'est de là que je leur propose d'appeler Michael Moncé, Mika. Je m'appelle Michael Moncé et j'étais porte-parole des 500 frères à l'époque. Je rejoins les 500 frères le jour de la première marche, le 15 février. J'étais déjà en disponibilité et ça faisait un moment que je pensais à quitter la police. J'ai fait 11 ans de carrière, j'ai vu les choses se dégrader et on n'est pas entendu pour que ça change. Pratiquement pendant toute ma carrière, j'ai répété la même chose. Et je leur ai dit un jour,
s'il le faut, je sacrifie ma carrière, je sacrifie ma vie, mais je ferai en sorte que vous travaillez dans de meilleures conditions parce qu'il va bien falloir qu'il y en ait un qui cesse tout ce qu'on est en train de faire là et qui ne marche pas pour que là-bas, ils comprennent que c'est plus possible de continuer comme ça. Et à ce moment-là, je suis clairement décidé à tout perdre. Et j'accepte la prison, j'accepte la cavale, j'accepte ce que vous voulez. À ce moment-là, je pars à la guerre. Nous, en tant que policiers, on voit des personnes cagoulées qui défilent. On a une crainte parce qu'on se demande pourquoi des personnes défilent à visage couvert. Qui sont-ils et quelles sont leurs intentions? Milice, on ne peut pas employer ce terme-là, mais quelque part, un groupe qui défile cagoulé, ce n'est pas républicain, c'est interdit par la loi. Quand vous avez la cagoule, de la même manière que eux, ils sont cagoulés et ils viennent vous traumatiser, que nous aussi on peut le faire. Stratégiquement, c'était plutôt bien vu, parce que ça a permis de faire parler du mouvement social dans le monde entier. Si on se reporte aujourd'hui à toutes les coupures de presse, les reportages qu'il y a eu pendant ce moment, mais on s'est rendu compte qu'ils ont réussi par cette cagoule à focaliser l'attention sur la Guyane et très rapidement on a commencé à parler des statistiques concernant la Guyane et plus tellement des cagoules, mais des statistiques et des mauvaises statistiques. Je connaissais tout le monde. C'est des gars de quartier, c'est des gars qui ont déjà fait les conneries de leur vie. Il y a ceux qui ont fait de la prison. Moi-même, j'ai fait de la prison. Parce qu'on m'avait braqué, on avait tiré sur moi en 2001. Et en voulant me venger, on m'avait interpellé avec des armes. Et on m'a mis en comparution immédiate. Donc j'ai fait 48 ans en prison. Et après, on m'a libéré. Et aussi, il y a ceux qui ont fait trafic de drogue, hein, je ne vais pas vous mentir. Il y a ceux qui ont été dans le trafic de drogue, il y a ceux qui ont fait la prison pour autre chose. Tout le monde a fait des erreurs. Il y en a plein que je connais qui en ont fait, et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui on n'est pas conscient que ça ne va pas dans le pays. Donc, oui, à ce moment-là, que ce soit des repris de justice ou pas, il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux. Là, nous venons dire, faire message à passer, que nous avons travaillé que la police, que la préfecture, que la gendarmerie, que l'État français. Nous venons plus ici parce que ici il y a une histoire de son système. Et nous bien savons que son système a rendu ses premières motivations, ses dealers, ses voleurs, ses braqueurs. Et en plus de ça, nous jusqu'à attendre des tirs de feu, coups de physique à péter, et comme ça. La question de l'insécurité, elle a rassemblé très rapidement. Parce qu'on s'est tous identifiés à cette insécurité, à ces personnes en danger et ces décès qui se sont suivis. La première préoccupation dans une société, c'est d'abord boire, manger, dormir. Deuxième préoccupation, être en sécurité. Pouvoir évoluer sans anxiété, sans crise, sans danger. Les voleurs, les tueurs, les voleurs, les braqueurs, les criminels. Les autorités, même la population au départ, elle nous voit pas au sérieux. À mon avis, ils sont conscients que 100, 150, 200 bonhommes qui marchent cagoulés et qui disent c'est soit vous faites, soit on va faire. La pire réponse aurait été mais vous vous prenez pour qui? Sortez de là, on ne veut pas vous parler. Ça aurait été la pire réponse. Parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc à ce moment-là, ils ouvrent la porte, ils nous écoutent, mais ils ne sont pas inquiets. Ils sont assis. La preuve, 1 mois après la première marche, mais là-bas, il n'y a personne qui sait qu'on existe. Il n'y a personne qui sait qu'on existe là-bas. Arrivé le 17 mars à 5h du matin, tout le monde était là. Là, on décide de bloquer les consulats, le Suriname, Haïti et le Guyana derrière. 6h, 7h, leur passe, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir. Et les gars commencent à
à dire oui, on va pas rester là toute la nuit, on va se plaindre. On reste là. Ils me disent, bon José, non, allons dans les ghettos, les squats. Ils se défoulent un petit peu. J'ai dit, non les gars, on est là pour ça. C'était pas facile, hein, de trouver à chaque fois quelque chose à faire. Je réfléchissais. Et puis un moment, je me rappelle bien, M. Goudet vient me voir, me dit, oh José, moment arrivé, en parlant de Ségolène Royal. Ah ben c'est un comité d'accueil. Ben oui. Bonjour. Il me dit, José, moment arrivé là-bas. J'ai dit, ben, à un moment. On a pris la direction de la préfecture et on a trouvé un camionneur qui voulait nous emmener, qui était du vide comme nous-mêmes. On était parti pour aller devant la CTG. Parce que bon, on ne pensait pas arriver là non plus. Hein. Donc, quand on roule, on voit les gardes mobiles. Ils sont surpris de nous voir. Ils ne s'attendaient pas à nous voir. Donc on les voit, ils prennent leur talkie-walkie là, et puis ils appellent, je pense, notre poste pour dire qu'on venait. Donc, lorsqu'on passe devant Borda, on voit qu'on n'est pas stoppé aussi. Donc, on est étonné. Donc, on dit au chauffeur de continuer. Et puis, il arrive devant la CTG. Et puis, on entend, dans la radio des policiers, on entend empêcher d'être passé. Empêcher d'être passé. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Empêcher d'être passé. Donc, il dit, oh les gars, on passe. Et puis on a vu des policiers venir avec flashball, tout ça, hein, essayer de nous barrer la route. Hein. Et puis de là, j'ai vu que la sécurité de la CTG, ils ont essayé de fermer la barrière. Là. Donc la barrière, elle a sauté. Et puis c'est de là, hein, on est arrivé à l'intérieur. On ne savait pas c'était où la réunion. On a vu le chauffeur de M. Alexandre. Lorsqu'il nous a vus, il a fui. Donc ce qu'on a fait, on l'a suivi. Et puis à un moment, on le voit ouvrir une porte. Et puis lorsqu'on ouvre la porte derrière lui, on voit tout le monde. Nous-mêmes, on est surpris. Nous-mêmes, on a eu peur. Quand on est dans ce pays, il faut ça. Dans le pays, on tue les gens pour rien, pour reporter. Personne ne dit rien. Et personne ne dit rien. On a bossé le site le préfet pour lui dire. Donc on ne veut plus ça. On veut une sécurité. La France doit nous mettre en sécurité. S'ils ne peuvent pas le faire, on va le faire. Vous avez vu, on est venu là. Là, vous êtes en sécurité. On n'est pas venu pour le bordel. On est simplement venu dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Au secours! Au secours! Mes bateaux à couler! Au secours! Mes bateaux à couler! À 4h du matin, nous commandons au secours! J'ai vu effectivement les statistiques de criminalité et c'est insupportable. On a reçu hier d'ailleurs, y compris en forêt, parce qu'on a reçu hier les chefs coutumiers. Même dans cet endroit-là, on nous disait que même leurs femmes ne pouvaient plus sortir seules, comme c'était le cas avant. Et donc il y a un extrêmement lourd problème de sécurité. Il faut dire les choses comme elles le sont maintenant. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles le sont. Et je pense que la Guyane doit bénéficier d'un dispositif spécifique par rapport à cette pression de migration qui entraîne toute l'insécurité. Je ne leur en veux pas. Je veux à ceux qui ont manipulé les MSS sans frères. Je veux à ceux qui ont prêté le camion. Je veux à ceux qui ont laissé circuler de la chambre de commerce à la CTG. Et j'en veux à ceux qui étaient les médiateurs et qui la veille savaient parfaitement qu'avec Madame la ministre, je n'irai pas sur les barrages. Et nous avions le soir une réunion avec les membres du MEDEF où j'avais posé la question, clairement, dignement. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Madame la ministre sur les barrages? Certains ont répondu, si elle se présente sur les barrages, elle va recevoir des œufs. Donc ma position en tant qu'exécutif est de protéger la ministre. Donc pour moi, il était hors de question. Donc c'est cette rupture de négociation qui a expliqué que d'autres personnes ont profité pour monter l'opération. Il y a des invités
qui ont quand même envoyé des SMS, qui ont téléphoné pour dire que les djihadistes étaient en Guyane, quoi. Voilà le problème. Pour moi, tout était orchestré. C'est un coup qui a été monté contre la CTG et donc contre la collectivité territoriale et donc contre la Guyane. Monté par qui? Je ne dirai pas les noms, mais il y a des procédures judiciaires qui sont donc lancées. Nous aurons le temps de l'ébaucher. Mais en tout cas, je suppose que pour la première fois, je vous dis la vérité. Pour moi, les 500 frères, ce jour-là, ont été manipulés, téléguidés. Par des socioprofessionnels? L'histoire le dira. Nous, l'irruption à la CTG dans la réunion diplomatique le 17 mars a été une surprise totale pour nous. A priori pas pour Ségolène Royal selon nos informations. Ça a donné une impulsion, ça a créé un autre mouvement. Le mouvement qui était basé sur 2 jours pour la venue de Ségolène Royal, qui s'est fini par une signature le vendredi 17 mars avec ce qu'on pourrait appeler les petits accords de Guyane, avec le lancement du projet Guyane d'ailleurs, hein. Il y a pas mal de choses dedans quand même. Pour nous, ça s'arrêtait là. Pour nous, le socio-professionnel, ça s'arrêtait là. Voilà. Et les 500 frères sont arrivés. Là, certains transporteurs ont dit non, on va maintenir un peu les barrages. Et de fil en aiguille, c'est arrivé au blocage de la Guyane et à d'autres évolutions. La Guyane se meurt par son insécurité croissante. Parce que la première violence qui est faite aux Guyanais est l'absence de développement économique. Et que la deuxième violence qui est faite aux Guyanais est l'insuffisance de moyens pour lutter contre la criminalité. La Guyane se meurt par le retard numérique, l'insuffisance d'infrastructures et l'absence de réseau téléphonique sur une partie du territoire, alors que les plus hautes technologies de pointe sont présentes sur le centre spatial. Les voleurs, bloquez ça! Les braqueurs, bloquez ça! Une fois que vous serez sur le rond-point Carapa, les forces de l'ordre reculeront. Que vous êtes sur un site sensible et gardé. Reculez! Nous allons faire usage de la force. Nous vous demandons de reculer. Après la phase donc d'échauffourée ce matin, des phases de tension, c'est ici que doit commencer d'une minute à l'autre les négociations concernant l'ensemble de ces revendications, on le sait, qui se sont rejointes au fur et à mesure avec les représentants de ces différents mouvements de revendications qui seront présents, le collectif jusqu'au collectif des Iguanes. Je dois demander à la population qui est ici présente. Donc pas longtemps nous qui bisons zone. Au CEA, combat pour notre dimension. On ne savait pas que ça aurait eu cette ampleur. Et aussi on a été contacté par le citoyen-citoyenne. Et c'est de là que Monique Gouard, elle nous dit qu'elle veut qu'on s'associe pour faire un truc de plus grande ampleur. Au départ, on lui dit d'attendre de nous s'y faire. Donc on a eu la première marche, la deuxième, le 22. Et elle nous a dit, là c'est bon qu'elle va lancer ses troupes aussi, les camionneurs. Et puis ça tombait pile poil, on avait bien planifié ça. Et ça tombait pile poil pour commencer le mouvement. Il y a eu des rencontres, en tout cas je me rappelle d'une, avant le 20 mars, 1 ou 2 semaines avant, parce que ça avait déjà commencé un petit peu sur Cayenne. Avec les transporteurs, associations citoyennes. Il y avait un 500 frères aussi. Moi j'étais là par rapport au TG de l'éclairage, puisque nous on avait posé, on allait déposer notre cahier de revendication, notre préavis de grève. Il n'y avait pas forcément de stratégie commune. Les choses se sont enchaînées à partir du 20 mars, je dirais, de façon globale. Comment on voit notre développement ici? Sur la filière économique, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie. On entend qu'à tous les niveaux, les gens se plaignent. D'où la création du collectif pour la Guyane décollée. L'union de tous ces pôles-là, pour ne pas se battre chacun dans son coin, mais faire un seul bloc face aux autorités. Je partais pour l'insécurité. Point. C'est le seul domaine qui me concerne. C'est le domaine que je connais, c'est le seul où je peux apporter mon expérience, mes connaissances, pour dire ça va, ça va pas. Donc c'est pour ça, pareil,
quand le collectif se forme et que je deviens le porte-parole du collectif pour la Guyane décollée, j'ai une espèce de poids sur les épaules parce qu'au final, quel que soit le pôle, c'est moi que les gens viennent voir. C'était pas seulement les 500 frères, c'était tout le monde. On était tous dépassés par l'engouement de la population pour ça, les barrages. Tous ne connaissaient pas de bout en bout et de façon analysée, de façon précise, quels étaient les besoins en matière de sécurité et de justice. Nous savions, nous les avocats, que c'était des choses qui prendraient du temps. On peut pas réussir à remonter la pente, à faire évoluer le pays en 2 jours. C'est pas possible. On a 50 ans de retard. Il faut du temps et peut-être qu'ils se sont montrés parfois impatients. Le point levé devient symbole de solidarité et symbole de détermination. Les 500 frères, association contre violence, exigent la venue immédiate du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Économie, des Finances et de la Santé. Nous ne voulons pas discuter avec vous. Nous avons prévenu, si un élu de Guyane vous reçoit, vous saurez qui est les 500 frères contre la délinquance et contre violence, ainsi que les Guyanais. Il y avait des radicaux de notre groupe qui voulaient que les élus soient mis à l'écart, ne soient pas au devant de la scène. Je me rappelle une fois, on avait fait une réunion à la Maison des maires. Donc à un moment, je prends la parole et puis je dis, les élus, mettez-vous à côté de nous et puis allons ensemble contre les autorités. Après, je me suis fait limite laver, parce que, mais José, tu es fou. Tu veux, comme si je veux leur donner leur légitimité. Mais non, mais si on fait un truc, pour moi, on doit, pour avoir la puissance, la force, il faut qu'il y ait tout le monde. C'est vrai qu'on ne va pas les mettre devant, mais à côté de nous, ça ne dérange pas. Moi, je vous aime, j'aime mon pays, j'aime mon territoire, mais maintenant, il faut qu'on parle ensemble, camarades, ensemble, compatriotes. Je l'ai très mal vécu, parce que j'avais l'impression que les 500 frères pensaient qu'ils étaient les seuls interlocuteurs du gouvernement. Or, on sait bien qu'il y a des élus, c'est nous qui représentons la population, c'est nous qui faisons les propositions, c'est nous qui défendons en tout cas les projets de notre ville ou de notre pays. Donc moi je dis qu'on aurait pu tous travailler ensemble dès le début. Ils ont fait appel après aux élus parce qu'ils ont bien compris que seuls face au gouvernement ça ne passait pas. Les différents collectifs se dirigent au compte-gouttes vers le lieu de réunion. Donc Olivier Goudet, l'un des porte-parole du collectif, a demandé donc aux élus de se mettre à l'arrière avec la population. Nous sommes déterminés. Nous voulons reprendre notre destin en main. Je reconnais que nous avons ce combat à mener. Pour moi, ce n'est pas les 500 frères qui sont éventuellement allés trop loin, c'est surtout certains leaders du collectif qui sont allés trop loin. Maintenant, je comprends la tactique. Au début, c'est vrai, et on était tous plus ou moins d'accord, même plutôt d'accord, à dire qu'il ne faut pas que les élus prennent part au début dans le conflit pour ne pas récupérer. En fait, certains, c'était pas pour ça. C'est pour qu'il n'y ait pas d'élus, pour les s'aborder, puisque le but, c'était pratiquement de prendre leur place tout de suite, de faire un putsch. Nous sommes dans une démocratie représentative. Le pouvoir, il doit rester au peuple. Beaucoup ont pensé à ce moment-là que c'était une forme d'anarchie. Alors que si on prend la définition de l'anarchie au sens strict, l'anarchie, c'est la population qui se prend en main toute seule. C'est pas l'absence de règles. Donc on était un peu dans cette configuration-là. Je veux apporter les réponses parce que je ne me sens pas entendue, écoutée par les personnes qui ont été élues. Et c'était une façon de rappeler aux élus qu'ils sont les représentants des personnes qui les ont placés. Et les 500 frères s'en vont. Et ils sont là, vous pouvez les toucher. Ils vont se battre jusqu'au bout pour vous.
Je pense que les 500 frères sont les héros de la Guyane parce que la Guyane est trop en retard par rapport aux autres territoires, aux autres départements de la France. C'est eux qui ont lancé le mouvement, donc toute la population est avec eux et c'est le plus important. On m'a mis sur une espèce de piédestal où, pendant les mouvements, pas un pas sans que je m'arrête pour faire une photo, ou pour parler avec des gens, ou pour que les gens nous disent « Monsieur, il y a ça qui ne va pas, et dans la santé, il y a ci, et le foncier, cela, et machin ». Et comme ça, toute la journée, dès le moment où je sors de chez moi, jusqu'au moment où je retourne chez moi, c'est comme ça. Sans les 500 frères, je crois que le mouvement n'aurait pas pu rester aussi pacifique et moi j'en tire un grand coup de chapeau. Ce sont comme des super-héros de la justice de la grève. Les plus valeureux guerriers, 500 frères, 500 frères, les guerriers de la Guyane. Comme super pouvoir, rassembler toute la peuple, c'est ça. Tout le monde sont ensemble, les Haïtiens, les Guyanais, tout le monde sont ensemble, ça c'est fort. L'homme regardé, mounian mobilisé. L'homme regardé, nous tous déterminés. Nous jadillés, nous que soins, nous t'y côté. Guyane, Mozart, nous qui rivé. Guyane, 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 mon pays, bel pays. Guyane, mon pays, natal, à la Molambique, planté, si mot allé, mon viré. Ce mouvement est totalement inédit. Un groupe qui sillonne le pays à la rencontre de la population, pour discuter des problèmes et rencontrer toutes les composantes de la population et déclencher une grève générale, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Guyane. Quand on voit arriver 3-4 gars baraqués et cagoulés, on a tendance à obtempérer. Oui, c'est pas normal. Bon, voilà. Je préfère qu'ils fassent ça et qu'ils protègent les magasins plutôt qu'il y ait des vitrines qui descendent. Ceci n'est pas un exercice. Le peuple de Guyane est là, il est. Et puis arrivé au jour de la marche là, quand je vois le monde qu'il y avait, je me suis dit, la Guyane est debout là. On se bat pour nos enfants, on se bat pour le pays. Et on a enfin compris que c'est ensemble qu'on doit avancer. J'ai vu des Chinois, j'ai vu des Dominicains, j'ai vu des Haïtiens, des Indiens. J'ai vu tout le monde ce matin. J'ai vu tout le monde. Je ne le cache pas, j'ai été ému. J'ai été ému. Dis-le aussi en moué, parce que ça te fait mon plaisir. C'est le début de très belles choses. Sur le chemin de l'unité. Sur le chemin de l'unité. La chair de poule, toujours là. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'unité. Les 500 frères, ils ont beaucoup contribué à que cette marche-là soit autant suivie par la population. Oui, je suis fier. Fier et bon, fier d'un côté, mais pour moi jusqu'à aujourd'hui, hein, et tout n'a pas changé. Tout ce qu'on a voulu au départ ne s'est pas réalisé. Mais au moins je sais
au moins un jour dans ma vie, je peux dire que la Guyane, j'ai vu la Guyane unie. On a réussi à rassembler plein de monde. C'est bien. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Il n'y a rien qui a changé. Donc oui, c'était bien le 28 mars. Et il y a des gens qui ont été vexés quand j'ai dit qu'il va falloir redescendre du nuage du 28 mars. Merci aux transporteurs. Depuis 9 mois, nous malmenaillés, mais ils sont restés à nos côtés pour le rassemblement aujourd'hui. Nous sommes debout et nous qu'est bâcliers. Merci. Moi, je n'ai jamais été manipulé, je vous dis. Parce que moi, j'avais déjà vu leur jeu. Mais certains d'entre nous ont été manipulés. Et lorsque j'essayais de leur faire comprendre que les transporteurs disent qu'ils viennent à titre gracieux aider le pays, je disais de faire attention. Après, j'ai eu des réunions et j'ai su des choses. Et quand j'essayais de faire comprendre ça à certains dans notre groupe, eh bien, ils disaient que c'est pas grave, même s'ils se font manipuler, c'est pas grave, c'est pour le pays. Moi, je disais non. Les transporteurs sont venus nous voir pour nous dire d'aller fermer les magasins. Et que si on fermait pas les magasins, eh bien, ils allaient retirer leurs camions. Moi, j'ai dit, eh bien, vous savez, hein, on a commencé le combat sans vous. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez retirer votre camion. Vos camions, ça ne me dérange pas. Personne ne commandait les 500 frères. Personne, ni politique, ni socio-pro, ni personne. Que vous ayez de l'argent ou pas, personne ne commandait. C'est vrai qu'on a eu des approches. Et parmi nous, vous savez, il y a des gens qui font de la politique. Parmi nous, il y a ceux qui supportent tel parti, telle personne, tout ça. Et comme c'est moi qui donnais la marche à suivre, donc ils venaient me glisser 2-3 petits mots dans les oreilles pour prendre la direction droite ou gauche. Mais non, je les faisais bien comprendre que nous, on n'est pas un mouvement politique, qu'on ne va jamais faire de la politique. Les 500 frères, j'ai continué encore à avoir des rapports avec eux. J'ai même permis à certains de trouver de l'emploi. Mais il n'y a aucune manipulation. De la part de la CTG? De la CTG et de nous-mêmes. Les gamins, par exemple, que j'ai embauchés, il n'y a pas de secret. Il y avait un qui était Bac+2 en comptabilité, il y avait un qui était un peintre reconnu, il y avait un qui était dans la mécanique. C'est passé normalement. Il y a des contrats, ils suivront, après ils passeront le concours. Moi j'ai vu des personnes qui étaient mobilisées, qui étaient prêtes à œuvrer pour le territoire. Je n'ai pas d'éléments concrets pour dire qu'effectivement ils ont été manipulés ou à leur insu ou avec leur accord ou eux-mêmes ils ont été manipulateurs. Ce serait mentir. Il faut arrêter d'être dans le fantasme. On imagine beaucoup de choses parce qu'effectivement ça fait parler, ça vend. Il faut rester sur la réalité des choses. Un ancien policier qui prend risque, qui prend risque. On me disait, faites attention, vous allez vous faire manipuler. Faites attention, vous servez les intérêts de quelqu'un d'autre. Il faut observer. Mais chaque fois que j'ai dit, ouais, mais qui? Comment? Pourquoi? C'est quoi le but? Ben, personne ne parlait. Donc, je vous dis, à ce moment-là, je ne me pose pas la question. On me dit de rester vigilant. Je reste vigilant, mais en même temps, quand on ne sait pas contre quoi il faut être vigilant, c'est particulier. À aucun moment, je sais d'où vient le bus, je sais pas à quel moment, je ne sais pas d'où proviennent les fonds qui permettent de faire ci ou de faire ça, machin. Je ne me pose pas la question. Et en même temps, je me pose pas la question parce que spontanément, dans la rue, pendant les mouvements, il y a des gens qui viennent et qui proposent de nous donner de l'argent. Moi, je vous donne 5 000 €. Des particuliers dans la rue. Hein. Donc je me dis, quelqu'un qui met un bus à disposition, ou bien ça peut aller vite, quoi. Donc, je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais je refuse de prendre l'argent à ce moment-là parce que je me dis non, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Vous avez
côté. Bon les gars, c'est Timoula nous, condaison, responsable. Le dernier dinosaure, c'est mon ami le plus sauveur. Zaza, le dernier dinosaure, c'est petit automobile. Le bus, je comprends pas. Jusqu'à présent, moi, je sais pas d'où sort ce bus. Mais c'est pas pour autant qu'on soit redevable à quelqu'un. Parce que si on n'avait pas le bus, on a nos véhicules. Hein. C'est vrai que ça n'aurait pas eu le même effet, mais on serait arrivé au même endroit. Vous comprenez? Donc, ce transporteur-là, je ne pense pas qu'il ait essayé de nous manipuler. Non, non, c'est pas lui. Non. Donc, le bus, c'est M. Olivier qui l'a géré. Parce que bon, on a des contacts, hein, il est chauffeur de bus, connaît tous ceux qui ont des bus, tout ça. Donc c'est vrai que ce bus-là, il nous a beaucoup aidés. Ils m'ont approché effectivement pour me demander si j'acceptais de les aider lors de leur déplacement, etc. Et c'est tout naturellement que j'ai accepté. Après, j'ai pris la décision de leur prêter des bus pour mener à bien leur action. Les spécificités de Regina, c'est pas celle de Saint-Laurent, c'est pas celle de etc. etc. C'est pour ça qu'on a été partout. Elle nous a mis en place tout ça qu'il faut pour le combat continuer et puis que nous tous vivons bien dans le pays. Et nous qui continuons brigade, jusqu'à nous trapper tout ça nous demander pour nous vivre bien et puis pour nous, Timoun Dimé, vivre en la Guyane qui est belle. Nous pas besoin de plus ça. J'ai vu cette jeunesse-là prendre les choses en main. C'est ce qui m'a plu en fait. Et je disais, mais aidons-les à faire quelque chose. Là, j'intervenais en tant que citoyen. Je n'intervenais pas en tant que transporteur, mais j'étais un citoyen convaincu. Il n'y avait aucun deal, et il n'y a toujours aucun deal. Ça veut dire que moi, je suis assez fier d'avoir participé à ce mouvement-là et avoir aidé ces associations-là à faire le job. Au départ, tout ce qui était financier, j'avais pris ma charge. Dans le carburant du bus, c'est moi qui le mettais. Les vêtements, c'est moi qui les ai pris à ma charge. La nourriture au départ aussi, on faisait des machins, c'est moi qui... Mais c'est pas des sommes extravagantes. Hein. Je ne peux pas dire combien d'argent. Je sais que les maillots, ils m'ont coûté 3 000 €. Dès que vous parlez d'argent, il n'y a plus personne. Donc, il faut mettre tout à disposition pour que vous ayez du monde. J'ai entendu des gens intelligents dire que peut-être c'est le Brésil qui nous a financé, c'est Osterero, Madame Osterero. C'est pas ces gens-là, je peux vous dire. José Achille, je connaissais parce que effectivement, j'avais des relations quand j'étais vice-présidente de la région. Je m'occupais de la pêche et donc j'avais effectivement des relations avec lui. Non, je n'ai pas aidé au financement des 500 frères. Alors, c'est quelque chose effectivement qui m'a interpellée quand même, le fait que cette information soit diffusée, rediffusée sur les réseaux, sur WhatsApp. Je ne comprenais pas la raison pour laquelle on me ciblait pour dire que je finançais les 500 frères. J'ai même demandé aux autorités de me renseigner. Je ne sais pas à qui profitait le fait de dire que c'est Carole Osterero qui finançait les 500 frères, mais ça a sûrement profité à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui, à celui sûrement qui devait les financer. Alors en revanche, sur les barrages, j'amenais de la nourriture, du riz, des haricots, du poulet pour les gens qui étaient sur le barrage, des boissons et autres. Voilà, ça c'est ma participation. Mais financer, non, je n'ai pas financé les 500 frères.
Déjà, en ce qui concerne la nourriture, c'est du bénévolat. C'est la population qui nous ramène des caisses de poulet, de viande, du riz, des légumes. Et après, nous avons fait une équipe. Nous sommes une équipe de 8-10 filles. Je dirais presque que ce sont les sœurs. Nous cuisinons pour eux le midi et le soir. Pour la plupart, c'est des gens qui travaillent sur déjà des thématiques qui concernent la délinquance. Nous connaissons la problématique, nous sommes des parents, nous connaissons les difficultés que rencontrent nos enfants avec l'école, avec tous les problèmes de délinquance que nous avons, qui fait que pour nous, il était normal de s'impliquer et d'accompagner en tout cas les 500 frères dans ce combat. C'est ça qui nous tête par nos pieds, en nous assise pour nous poser. Merci. Ah ouais, tu as maman dit milice qui est Simonel. Ouais, pour calmer ses boulards. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de parler comme on fait là actuellement à la population et de pouvoir s'exprimer de ses idées. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on fait là, pour moi, c'est historique. Et nous, aujourd'hui, on ne demande pas l'indépendance. On demande une autonomie voilà. de gestion juridique, justice sociale. On demande voilà, qu'on se prenne en main pour pouvoir avancer. On vient nous prendre la tête en disant que oui, nous ne pouvons pas avoir notre autonomie parce qu'on ne sait rien produire. Mais il faut arrêter les conneries 5 minutes. Hein. Ça nous empêche de produire. Tout l'intérieur des terres à côté, là, il n'y avait que des gens qui avaient des carbets avec des cochons, qui élevaient des cochons, qui tuaient les cochons, tout ça. Aujourd'hui, ça a été interdit par l'Europe, sous prétexte que ça ne se fait pas, il n'y a pas de traçabilité. Mais le poulet qu'on nous amène là par conteneur entier, on a une trentaine de conteneurs par semaine là. C'est mieux ça ? Il y a des philosophes, il y a des intellectuels, il y a un peu de tout dans le groupe. Hein. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que des gros gabarits qui sont là pour démonter les portes et casser la gueule aux... Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais si, on ne peut pas encore l'enlever. On va découvrir la personne qui se trouve derrière la cagoule. Voilà. Prendre le temps de l'apaisement et de faire les choses avec notre cervelle aussi. Il y a des entreprises qui meurent, qui sont mortes aujourd'hui. Il y a des salariés qui n'auront pas de paye. Vous voulez quoi? Si on veut le chaos tout de suite, à ce moment-là, c'est pas la peine de nous demander l'union. L'erreur qu'on a faite, c'est de rentrer dans le collectif. On n'aurait jamais dû rentrer dans le collectif. Vous regrettez? Oui, je regrette d'être rentré. On a fait cette erreur-là parce qu'il y a ceux qui voulaient se battre pour tous les secteurs. Chaque personne avait un travail à faire. On a été pour sauver tout le monde. Et c'est ce qui nous a peut-être aussi divisés. Le nous, on doit l'écrire ensemble. Tout le monde assis ensemble. Moi j'ai toujours observé, constaté qu'il y avait les 500 frères et le collectif qui n'étaient pas véritablement dedans. Après, moi j'ai discuté avec José Achille essentiellement, qui m'a paru maîtriser son groupe et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Après, pour moi, les 500 frères n'étaient pas tellement dans la négociation. C'est pas eux qui négociaient, c'était plus le collectif en tant que tel, avec quelques têtes qui s'étaient organisées pour pouvoir s'exprimer. Les 500 frères étaient plutôt le bras armé et le moteur pour garantir aussi, moi c'est mon opinion en tout cas, qu'il n'y ait pas d'exaction, que ça ne tourne pas en vrille. Le collectif, les 500 frères ainsi que la population est à l'heure. D'habitude, on rentrait en réflexion tout le temps, mais ce jour-là, ils n'ont pas voulu nous laisser entrer. Et c'est de là que les choses ont chauffé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour calmer les choses. Sous la lacrymogène, tout ça, la plupart des gars, j'ai essayé de les marcher, mais il y a un noyau qui ne voulait pas. Hein. Monsieur Thierry, le commissaire, est sérieusement blessé. Vous revendiquez la non-violence, soyez à la hauteur de vos revendications. Là, ok, nous allons rentrer au fond, pas un problème, sans violence.
Mika a essayé de séparer. Policier blanc a mis un coup de poing derrière sa tête. Encore une fois, on répète pour ça qui va tomber. Alors moi, on ne peut pas accepter ça peut-être. C'est que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect pour nous. Donc on a pour ça monter fâché tout à l'heure. Bon, maintenant, tout le monde était là, pas un problème, manger. Ça que j'ai dominé. Pas un problème. Ça des violences, les gars, ça des violences. Ça des violences. Les gars, la vie pour le temps, c'est que vous avez dit ça. La vie pour le temps, c'est. On aurait été là aussi, hein. Des mêmes nous, ça nous aura fait. On pourrait faire la guerre le matin, pas le soir. Parce que le soir, il y a des boucs qui sont venus, pas que même en ce qui tourne. C'est là qu'il y a eu la première cassure. C'est là que le président Palmola, c'est là qu'il reprend les choses en main. Et puis, je ne peux pas trop parler là. Ouais, c'est ouvert, ouais. Mais pourquoi c'est fermé ailleurs alors? Là, j'ai pas ouvert. Un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé, c'est chiant. Non, j'ai pas pu passer, ma femme est à l'hôpital en plus. Vous comprenez? Alors ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent. On a réussi à mettre en place un pôle stratégique qui représente chaque pôle. La décision a été prise d'ouvrir les barrages et d'orienter les forces vives des barrages vers les intérêts de l'État. Sauf que, même si tout le monde a voté oui ce jour-là, c'est le lendemain, je crois, Olivier Goudet revient avec les 500 frères à la réunion pendant laquelle on est censé mettre en place ces choses-là, en leur disant que je fais n'importe quoi et que je veux lever les barrages, etc., etc. Donc, on en discute avec les 500 frères. Et je comprends que, en gros, c'est mon procès, quoi. Donc, il a réussi, Olivier Goudet, avec certains 500 frères, à faire un coup de force pour faire en sorte que cette décision ne soit pas appliquée. Dans la foulée, j'ai fait ce qu'il fallait pour sortir de ce collectif. On a signé le 21 avril, un bon mois. Un bon mois pour arriver à cet accord-là. Et c'était pas simple. Qu'on soit pro 500 frères ou anti 500 frères, la question n'est pas là. C'est que est-ce qu'ils ont joué un rôle par rapport au mouvement? La réponse est oui. Ils ont joué un rôle dans ces mouvements-là. À mon avis, tout leur revient, même s'ils ne maîtrisent pas tous les sujets. Et l'intérêt, justement, c'est de s'associer, de travailler avec des professionnels et des experts de chaque pôle. Mais je pense que vraiment, ces accords-là leur reviennent. C'est la collectivité territoriale de Guyane qui a récolté le fruit de leur travail. Et je pense qu'il y a eu quand même une certaine, une certaine prise de conscience. Ils ont aidé, c'est vrai, ils ont aidé, ils ont lancé la mobilisation, mais aujourd'hui, ils doivent bien se rendre compte qu'ils ne gèrent rien en fait. Moi, je suis né dans la pêche, donc j'ai pas fait d'autres métiers à part ça. J'aime bien l'ambiance le matin, comment le bateau arrive, je suis comme un enfant, je regarde les poissons. Avant le mouvement, j'avais 5 bateaux qui travaillaient. Hein. Pour moi, c'était bien. Et après, depuis le mouvement, j'en ai que 2 qui travaillent. Après le mouvement social, hein, j'ai vu que mes bateaux étaient plus souvent contrôlés. Et j'ai vu qu'il y avait des gens de l'administration, des affaires maritimes, qui cherchaient le moindre petit truc pour sévir, pour me bloquer. Et c'est pas que là. Hein. Avant, de la journée, je pouvais avoir la carte de séjour de mon marin. Mais maintenant, 1 mois, 2 mois, et je sais même pas. Ça laisse des bras, parce que ma fille, elle avait 2 ans. Hein. Et pendant le mouvement, je ne la voyais pas. Je l'ai débrouillée chez ma mère. Des fois, je ne la voyais pas pendant 2 jours. Et après, elle m'accompagnait dans le mouvement. Elle est secrétaire des 500 frères. Donc, elle était là. Mais ça a eu un coup. Hein. Vous savez, maintenant, si vous parlez de ma compagne de mouvement, là, c'est la guerre. Elle avait pas parler de ça.
La vie, il faut faire des sacrifices. Si on est maintenant comme ça, là, on est assis là aujourd'hui, aspiré, on peut rouler en voiture, les noirs, tout ça là. Il y a des gens qui sont sacrifiés, hein. Malcolm X, Martin Luther King, tout ça. Jusqu'à maintenant, je suis déterminé. Hein. Bon, pour moi, je suis sacrifié. Je suis sacrifié. Je me considère comme ça, sacrifié pour la cause guyanaise. Je suis employé de rayon. Je fais de l'intérim depuis quelques jours déjà. Et partout où il y a du boulot, j'y vais, quoi. Bien sûr, c'est une année de galère, mais ça fait partie du forfait. Quand on accepte de suivre ses convictions, on fait des choix, on fait ce qu'il y a à faire. Et la vie, elle continue, hein. Les factures, elles ne se payent pas en se battant pour la Guyane. Hein. Moi, j'ai la foi et je sais que tout événement, qu'il soit positif ou négatif, il sert un but supérieur. Chaque fois que j'ai écrit des sons, c'est pour faire passer des messages. Comme dit Kerry James, je ne suis pas un rappeur, je suis un engagé qui fait du rap, un militant qui fait du rap. Run it. L'homme rentré, on en laissait sans frais. Il faut nous clés, mon télé fait la guerre. Monter Paris, bouler, mon carrière, sacrifier, mon la vie, toutes nos affaires. Comme pour moi, le rythme est un peu lent, je suis obligé de me contenir. Bon, on teste là, on teste, vas-y. Quand vous savez ce que vous vivez au quotidien et que vous entendez certains se permettre de raconter tout et n'importe quoi, et parfois même quand ce sont des gens qui ont été plus ou moins proches, parfois vous avez envie de juste les attraper, de leur apprendre la vie. Mais vaut mieux pas. Pays a toujours pillard quoi. Un sac à manger, billet 500. Pendant l'arrest, on a fait couler 10 cents. Effectivement, là, il y avait plus de pêche. On voit encore les stars du ghetto, là, les petits délinquants qui pourrissent la vie des gens, qui continuent d'agir, et il n'y a rien qui est fait pour les contrer. Donc, est-ce que c'est moi le problème dans la société guyanaise? Je ne comprends pas. Mais côté procureur, préfet, autorité, bouga emmerdé, yé peut pas gérer ça, yé si mais vous yé fait enquête à Soumika. Zot pas qui freine un mot, ça pour qu'on la pluie pour mouiller mot. La vérité qu'a fait zot paix, marée zot comme ça, ranger zot affaires, parce que moi pas j'ai paix. La justice me reproche, soi-disant, des violences sur le commissaire qui était de passage, de voir qu'on se bat pour eux et qu'ils nous prennent à partie, en tout cas en ce qui me concerne, ils ont réveillé en moi quelque chose que moi-même je ne soupçonnais pas. Et je peux vous assurer que c'est loin d'être fini, parce qu'ils m'ont sur le dos jusqu'à la mort et peut-être même après. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée donc à l'insécurité avec la diffusion de ce documentaire. Mais avant, on accueille Laurence Tchansiopo et Lélia Chérubin-Jeannette qui ont réalisé ce documentaire exceptionnel que l'on vient de voir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Nickerson. Suivez l'info sur Guyane la Première.